Bonsoir. Nous allons donc poursuivre cette série de cours où, je vous rappelle, il est question de parler en fait de l'expansion de notre espèce et du remplacement des formes qui l'ont précédée en dehors d'Afrique, puisque notre origine est africaine. Et donc aujourd'hui, ce que je voudrais faire avec vous, c'est explorer ces formes en Eurasie donc, qui ont existé pendant plusieurs centaines de milliers d'années, alors que notre espèce était en train d'émerger en Afrique. Alors ce titre, les peuplements archaïques de l'Eurasie, après l'avoir choisi, je l'ai un peu regretté quand même, parce que c'est un sujet énorme en fait qui pourrait remplir toute une série de cours et même peut-être sur plus qu'une année, parce qu'il y a énormément de sujets qui sont emboîtés les uns dans les autres. Donc mon ambition, ça n'est pas d'explorer dans le détail l'évolution de toutes ces formes. Je vous rappelle que donc on a notre espèce qui est représentée ici avec des formes qui remontent à 300 000 ans environ en Afrique. On va en parler la semaine prochaine. Et comme vous le voyez, c'est la seule espèce qui arrive jusqu'en haut du cadre, donc c'est la seule espèce qui existe aujourd'hui. Mais on a de nombreuses autres formes qui ont existé, disons, au cours du dernier million ou demi-million d'années. Et encore une fois, on pourrait rentrer dans le détail de l'évolution de tous ces groupes. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est dans le fond une photographie de la situation au moment du remplacement de ces formes par des migrants venus d'Afrique. Donc on va rapidement voir ce qui se passe dans ces différents jalons qui n'arrivent pas en haut du cadre. Donc en Eurasie continentale, c'est surtout ces formes qui descendent d'un ancêtre lointains, mais qui ont donné dans l'ouest et le centre de l'Eurasie les hommes de Néandertal. Et puis on va le voir en Asie, Asie centrale, Extrême-Orient, Sud-Est asiatique, des formes qu'on appelle les Denisoviens. Et puis, bon, accessoirement, on dira 2-3 mots des descendants des probables d'Homo erectus tardif en Asie. Commençons par l'homme de Néandertal, tout seigneur, tout honneur. C'est le premier homme fossile qui a été découvert au milieu du XIXe siècle en Europe. La date que tout le monde a en tête, c'est 1856, c'est la découverte dans une petite grotte de la région de Düsseldorf, de restes qui sont recueillis par des ouvriers qui vont les confier à un enseignant local, un professeur local, Schaffhausen, qui va reconnaître que, contrairement à ce que croient les ouvriers, ce ne sont pas des ossements d'ours, mais ce sont des ossements humains. Et donc c'est le début, si je peux dire, de l'étude des Néandertaliens. Il y avait eu d'autres découvertes auparavant, en particulier celle-ci, un crâne découvert à Gibraltar en 1848, donc plusieurs années avant Néandertal. Mais dans le fond, ce crâne, il était resté dans une boîte sans qu'on se rende bien compte de ce que c'était. C'est seulement après la découverte de Néandertal qu'un géologue anglais qui s'appelle Busk va reconnaître qu'il s'agit du même genre de groupe humain. Et puis d'ailleurs, il y a même des choses plus anciennes encore. En Belgique, à Angis, on a trouvé aussi un crâne d'enfant néandertalien. Alors là, dans les années 1830, on ne connaît pas la date exacte de la découverte. Ces néandertaliens, on les a beaucoup étudiés. Pourquoi ? Parce que la paléoanthropologie est née en Europe, et justement, ils ont vécu en Europe. Et donc, pendant disons, la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, il va y avoir énormément de découvertes. Il y a une espèce d'âge d'or des découvertes de Néandertal autour de la Première Guerre mondiale,
avec de nombreuses découvertes dans des sites que tout le monde connaît, la Chapelle-aux-Saints, la Ferracie, l'Aquina, et puis aussi, on en a trouvé ailleurs, on en a trouvé en Croatie, on en a trouvé au Proche-Orient dans les années 1930. Donc un matériel très très riche, à la fois beaucoup de chercheurs, beaucoup de fossiles. Donc c'est vraiment probablement le groupe de hominines fossiles qui a été le plus étudié. Voilà une carte qui montre la répartition géographique de ces néandertaliens. Alors, on les trouve essentiellement en Europe occidentale, au Proche-Orient, je l'ai dit. Contrairement à ce qui est montré sur la carte, il n'y en a pas en Afrique. Enfin, en Égypte, vous voyez, ça déborde un peu sur le Sinaï et l'Égypte. On n'a jamais trouvé d'hommes de Néandertal en Égypte. Et puis, longtemps, c'est cette zone sombre qui a été reconnue comme le domaine géographique des Néandertaliens. Alors, il a été question parfois de découvertes beaucoup plus au nord, mais qui n'ont pas été confirmées. Vous voyez quand même que, disons, quelque part à la latitude du nord de l'Allemagne, cette distribution s'arrête. Et vous voyez qu'il y a un pédoncule gris clair qui est représenté sur cette carte. Cette carte, elle est tirée d'un article qui traite d'ADN ancien, d'ADN fossile. Donc, ce qui intéressait les auteurs, c'est les sites où on a trouvé ou cherché de l'ADN ancien. Et ces auteurs-là s'intéressaient en particulier à des sites qui se trouvent dans l'Altaï. Alors, l'Altaï, c'est très loin, hein, c'est le sud de la Sibérie, là-bas, loin au-delà de l'Oural. Et on a découvert assez récemment, enfin assez récemment, tout est relatif, mais disons autour des années 2010, on a trouvé des restes de néandertaliens dans cette région de l'Altaï qui a attiré l'attention à cause des autres hommes fossiles dont on va parler tout à l'heure, qui sont les Denisoviens. Voilà un de ces fossiles qui vient d'un site qui s'appelle Tchagirskaya, qui a livré des quantités de fragments de néandertaliens assez bien conservés, surtout du point de vue de l'ADN, parce que l'environnement s'y prête. Et on considère que cette zone, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est une zone où les néandertaliens ne sont pas présents en permanence, mais où occasionnellement, en fonction de conditions climatiques particulières, ils vont s'étendre, se développer vers l'est de façon assez considérable. Alors ces conditions géographiques, climatiques, c'est quoi? Essentiellement, ce sont des interglaciaires. Vous savez maintenant, depuis le temps que vous suivez mes cours, que durant les périodes glaciaires, les niveaux marins descendent. Pendant les périodes interglaciaires, les niveaux marins montent. Tout ça est bel et bon et on l'observe en Atlantique, en Méditerranée, mais c'est faux en ce qui concerne des mers intérieures comme la Caspienne et la mer d'Azov. Et là, c'est exactement le contraire qu'on observe. C'est-à-dire que pendant les périodes glaciaires, le niveau de la Caspienne s'étend, du moins la surface de la Caspienne s'étend énormément. Pourquoi? Parce que la mer Caspienne, elle est nourrie par tout un système fluvio-lacustre qui vient de là-haut, où il y a une calotte glaciaire, et donc la Caspienne double de taille pratiquement, et donc pendant les périodes froides, il y a là, disons, des barrières géographiques majeures avec la Caspienne, et puis ce système fluvio-lacustre qui descend du nord, qui rend l'extension vers l'est difficile. Puis alors, surtout, les conditions climatiques continentales ne sont pas non plus très favorables à ces hominines. Alors, dans les périodes interglaciaires, comme maintenant, c'est le contraire qui se produit. La Caspienne se réduit et donc on soupçonne depuis longtemps que c'est durant ces périodes interglaciaires que, dans le fond, les Néandertaliens peuvent circuler au nord de la Caspienne et s'étendre en Asie centrale, plus ou moins loin. Ces Néandertaliens, donc je vous ai dit, on les connaît par de nombreuses découvertes en Europe. C'est un groupe qui est quand même
enfin, indépendamment de son rôle historique et du côté un peu fascinant de ces humains, qui est quand même assez remarquable par la quantité de caractères qui sont des caractères très particuliers, des caractères anatomiques qu'on va trouver. Alors c'est difficile de dire qu'on ne les trouve que chez les Néandertaliens, mais disons qu'il y a quand même des caractères qu'on trouve avec une fréquence très élevée chez les Néandertaliens. Quand je dis très élevé, c'est au-dessus de 95% ou de 98%, qu'on va trouver très rarement ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de l'anatomie néandertalienne, mais ce que je veux souligner, c'est que si vous trouvez... Alors évidemment, c'est un crâne complet qui vient de la Ferracie, mais si vous trouviez un tout petit bout de ce crâne, alors ça dépend de quel petit bout, mais si vous trouvez un petit bout de temporal, ou un petit bout là au milieu de l'occipital, un morceau de la face, de la denture, donc des restes très fragmentaires, vous permettraient sans difficulté d'identifier un néandertalien. Et ça, évidemment, c'est assez intriguant parce que on va parler de la date de séparation de cette lignée des autres lignées, mais ça veut dire qu'il y a des mécanismes évolutifs à l'œuvre qui font, dans le fond, diverger très rapidement sur le plan morphologique ces formes-là, qu'on considère comme, en fait, une espèce distincte de l'Homo sapiens. Alors, il y a des tas de discussions, est-ce que c'est une vraie espèce, une sous-espèce, etc. J'en ai parlé lors de certains cours, la notion d'espèce, c'est une notion assez complexe. Disons, c'est une espèce en voie de formation, avec non seulement des caractères morphologiques bien établis, mais il y a de nombreux indices qui montrent qu'il y a déjà une barrière, un frein à la reproduction qui s'établit entre eux et les autres, même si on a des hybrides. Une des caractéristiques vraiment plus spectaculaires, peut-être, c'est cette face qui est très longue, qui est grande, qui est très longue et qui est très projetée dans sa partie centrale, médiale, là, autour du nez, avec une cavité nasale énorme. Et c'est quelque chose que, dans le fond, dont on n'a pas beaucoup d'équivalent, mais vous allez voir que en Afrique, aujourd'hui on ne va pas parler de l'Afrique, mais gardez ça en tête, en Afrique on a quand même quelques fossiles qui ne sont pas des néandertaliens, mais où on trouve des choses qui évoquent un petit peu, sinon les néandertaliens, mais peut-être les ancêtres des néandertaliens. Je vous montre un exemple de cette divergence morphologique des néandertaliens. On pourrait passer toute la fin du cours avec ça, hein, mais j'ai une chose à vous raconter. Voilà un osselet de l'oreille moyenne, on appelle l'enclume, hein, donc c'est donc un des osselets qui transmet les vibrations depuis le tympan jusqu'à l'oreille interne. Et donc, on a, par imagerie, extrait cet osselet qu'on appelle l'enclume, ou incus de façon plus savante, et on peut faire de la morphométrie en plaçant, vous voyez, des repères géométriques sur un objet virtuel et en faire une analyse mathématique pour comparer la forme de l'enclume d'un néandertalien ou de néandertaliens avec ce qu'on trouve dans d'autres espèces. Alors vous voyez, c'est quand même assez spectaculaire parce que voilà des enclumes d'Homo sapiens représentés dans un espace à 3 dimensions. Alors ils sont très différents de ce qu'on trouve chez des gorilles ou chez des chimpanzés, mais voilà des néandertaliens, alors pas un seul, hein, il y en a une bonne douzaine, ça nous donne une idée de la variabilité de cet os. Et vous voyez que morphologiquement, la distance entre ces enclumes, l'oreille moyenne de néandertalien, donc la distance morphologique entre ces os et des os qu'on trouve chez des sapiens, chez des hommes actuels, elle est aussi grande que ce qu'on va trouver entre un chimpanzé et un homme. C'est quand même assez, vous savez, il n'y a pas beaucoup de cas comme ça quand on étudie les hominines.
Alors, il y a de nombreux caractères qu'on pourrait souligner. Une chose qui est assez remarquable aussi, c'est la grande taille du cerveau, donc des tailles de cerveau qui sont comparables, même parfois un peu plus grandes que celles qu'on trouve chez des humains actuels. Et puis ce grand cerveau, il se met en place en termes de croissance d'une façon assez particulière. Au départ, chez des nouveau-nés, on a une boîte crânienne et le cerveau à l'intérieur, pas très différent entre un nouveau-né moderne et un nouveau-né néandertalien, mais à la fin de la croissance, on va obtenir des morphologies qui sont très différentes. On reviendra là-dessus quand je vous parlerai de l'évolution du cerveau chez les sapiens anciens. Et ce qu'on observe, c'est que c'est en fait pendant la première année de la vie que ces différences se mettent en place. Donc on part de morphologies qui sont très proches à la naissance, donc c'est ce stade 1 qui est représenté ici, pour des sapiens, pour des néandertaliens, et là pour des grands singes, ce sont des chimpanzés. Et quand on suit, toujours pareil, en faisant de la morphométrie, la trajectoire morphologique de ces encéphales, ben, ce qu'on observe, c'est que il y a une partie de la trajectoire de croissance qui est comparable dans toutes ces espèces, dans toutes ces formes. C'est cette partie, vous voyez, ces flèches, elles sont parallèles en gros chez les néandertaliens, chez les sapiens, chez les chimpanzés. Mais dans notre espèce, enfin chez les sapiens, il y a une étape supplémentaire qui s'est rajoutée pendant la première année de vie et qui, dans le fond, de façon assez rapide, va conduire les petits-enfants de sapiens vers une morphologie qui est en fait déjà pratiquement la morphologie adulte, mais en taille réduite, évidemment. Quand j'étais jeune doctorant, pas encore doctorant, je préparais ma thèse, les néandertaliens, les plus enfin, on m'avait appris, et donc comme c'est ce qu'on m'avait appris, je le répétais, les néandertaliens, ça avait 100 000 ans. Donc c'était l'âge que l'on avait en tête. On pensait que c'était pendant ces derniers 100 000 ans, enfin disons entre 40 000 avant le présent et un peu plus de 130 000, qu'on avait les vrais néandertaliens. Et puis alors avant, on discutait beaucoup parce qu'on pensait qu'il y avait des pré-néandertaliens qui étaient les ancêtres des néandertaliens et qui n'étaient pas tout à fait néandertaliens quand même. Et puis d'autres groupes, en particulier en Europe, on imaginait la présence de ce qu'on appelait des pré-sapiens. On n'avait pas encore complètement renoncé à l'époque à l'idée d'une origine européenne des sapiens modernes. Donc il fallait bien trouver des pré-sapiens. Et voilà un de ces pré-sapiens, enfin, un pré-sapiens des années 70. Hein. Et donc, ce pré-sapiens, qui est l'homme de Swanscombe, c'est un arrière-crâne qui a été découvert dans une gravière. Et voilà, quand je faisais ma thèse, je travaillais sur la morphologie de l'occipital, justement. Et moi, je voyais dans cette morphologie des caractères qu'on trouve chez les néandertaliens, en particulier, vous voyez, à l'arrière du crâne, cette dépression au centre de l'occipital, et puis cette saillie, ces saillies bilatérales. Et donc, voilà, je me bagarrais un peu avec mon directeur de thèse en lui disant « mais c'est un néandertalien ». Bon, j'ai eu un peu de mal à le convaincre, mais je l'ai convaincu quand même. Et donc, finalement, ces formes-là sont rentrées progressivement dans la case pré-néandertalien ou néandertalien. Alors, depuis cette époque, on a vieilli considérablement les néandertaliens. Parce que maintenant, on place dans les néandertaliens, en tout cas des formes anciennes de néandertaliens, des fossiles, en particulier, je pense à la série espagnole de Cima de los Huesos, qui a un peu plus de 400 000 ans.
on considère que ce sont des Néandertaliens anciens, qui sont un peu différents des Néandertaliens tarifs, mais des Néandertaliens quand même. Et je dois dire que ce qui a fait basculer un peu cette reconnaissance de ces fossiles comme néandertaliens, alors c'est des gens comme moi qui ont montré que sur le plan anatomique, il y avait des Néandertaliens très anciens, mais aussi le fait qu'on a fini par extraire de l'ADN ancien de ces fossiles de Cimadeus huesos. C'est l'ADN ancien humain le plus ancien qu'on a en Europe, et c'est de l'ADN nucléaire de Néandertaliens. Alors en fait, la question qui se pose, c'est que ces 400 000 ans, est-ce que c'est assez? Est-ce qu'il n'y a pas des Néandertaliens plus anciens? Traditionnellement, on fait descendre les Néandertaliens d'une autre espèce qui a précédé en Europe, qu'on appelle Homo heidelbergensis. Comme on va le voir, c'est une espèce un petit peu fourre-tout. Alors, Homo heidelbergensis, ça vient évidemment de la ville allemande de Heidelberg. Et près de Heidelberg, il y a un village qui s'appelle Mauer, dans lequel il y avait une carrière en exploitation au début du XXe siècle, où on a trouvé cette magnifique mandibule, qui est un fossile extraordinaire. J'ai eu l'occasion de le manipuler, de l'amener à Leipzig pour faire des scanners. C'est vraiment un objet extraordinaire. Cette mandibule, aujourd'hui, on la date de près de 600 000 ans. Donc là, on recule encore un petit peu plus dans le temps. Et en fait, il y a déjà assez longtemps, des collègues ont reconnu qu'en particulier, dans les caractères dentaires, il y avait quand même des caractères qui, dans le fond, annonçaient ces Néandertaliens. Alors cet Homo heidelbergensis, on a beaucoup discuté de sa signification. Je dirais que de façon classique, pendant assez longtemps, on a considéré que ces Homo heidelbergensis, c'était l'ancêtre commun des sapiens et des Néandertaliens / Denisoviens. Donc c'était vraiment l'ancêtre commun de tout le monde. Et vous voyez ici quelques spécimens qu'on a rangés dans cette boîte heidelbergensis. Alors, on est un peu revenu de ça. Pourquoi? D'abord parce qu'on s'est rendu compte que les fossiles qu'on mettait dans heidelbergensis, alors il y a un équivalent africain qui est rhodesiensis, certains de ces fossiles, en fait, avaient déjà des caractères néandertaliens. Et c'est en particulier le cas de la mandibule de Mauer. Et donc, en fait, on a commencé à réaliser que ce n'était pas une espèce qui avait, j'allais dire, une grande homogénéité. C'était peut-être à la fois des ancêtres communs, mais aussi les premiers représentants des Néandertaliens, voire des Denisoviens. Et aujourd'hui, nous sommes plusieurs à penser que ces Homo heidelbergensis, c'est bien un ancêtre commun, mais c'est plutôt l'ancêtre commun, justement, des Néandertaliens et des Denisoviens. Et encore une fois, en gardant en tête que, on a certainement, dans ce qu'on met dans les Denisoviens, des choses qui sont en fait des Néandertaliens anciens. C'est-à-dire qu'il y a une continuité entre toutes ces formes, et cette rupture, elle est un petit peu artificielle. C'est plus facile de faire de la classification quand on a des trous dans la documentation fossile, parce que c'est facile de mettre des limites, mais quand on remplit les trous, on se rend compte que les limites, on a du mal à les garder. Et si vous avez fait vos devoirs la semaine dernière et que vous avez lu l'article que je vous ai demandé de lire, eh bien, vous avez compris qu'en fait, il y a des fossiles même beaucoup plus anciens que ça, qui sont par là, autour de 800 000, où on voit, enfin, c'est en tout cas ce que nous suggérons dans cet article, que, en fait, cette divergence entre les ancêtres des sapiens et les ancêtres de ces lignées eurasiatiques était déjà présente, en tout cas de façon peut-être discrète, mais était déjà là. Donc,
Il faudra probablement que je refasse ce schéma en descendant. J'étais prudent quand même, hein. Vous avez vu, j'ai mis des points d'interrogation, puis des traits qui sont quand même discrets, mais justement, ça va être facile à corriger. Je vais descendre ce trait de quelques 100 ou 200 000 ans, je vais prolonger celui-là, et puis je vais raccourcir cette tige bleue, et l'affaire est entendue. Alors vous allez voir que cette histoire de la date de divergence de ces lignées, c'est quand même, encore une fois, ce n'est pas l'objet du cours aujourd'hui. Je pourrais vous parler de, je ne sais pas quoi, au mont Antecessor et d'autres fossiles qu'on place par là, mais c'est quand même une question importante. Alors une chose qu'on peut dire à propos de l'évolution des Néandertaliens, je vous ai parlé de cette divergence morphologique quand même très rapide. Dans le fond, la question c'est quoi le mécanisme de ça, hein? Alors, le mécanisme de l'évolution, c'est la sélection naturelle, on en a parlé déjà, mais il y a d'autres mécanismes, hein, évolutifs, et en particulier, disons, dans une ère post, Meyer, on a de plus en plus considéré que la dérive génique était aussi un moteur assez puissant de l'évolution, et encore plus récemment, avec la découverte de phénomènes d'hybridation assez fréquentes entre les lignées, que l'hybridation était encore un autre mécanisme. Alors en ce qui concerne nos Néandertaliens, comme vous le savez, cette période donc, qui couvre le dernier million d'années, c'est une période dans laquelle on a des oscillations climatiques très très fortes, notamment dans les moyennes latitudes, et ça se traduit par des changements géographiques majeurs. Je vous ai parlé de la baisse des niveaux marins pendant les phases froides. Voilà l'Europe durant le dernier maximum glaciaire, avec des glaciers qui couvrent la Scandinavie, le nord-ouest de l'Europe, des glaciers sur les Alpes, sur le Caucase. Ces lignes que vous voyez là sont des lignes d'extension de ces glaciers dans des périodes antérieures, hein, donc le stade isotopique 6, le stade isotopique 16, qui alors là on remonte très loin dans le temps. Vous voyez que les glaciers sont descendus de façon périodique sur l'Europe, parfois très loin, et tout ce qui est en pointillé là, c'est ce qu'on appelle du permafrost, hein, des régions où le sol reste gelé en profondeur, même en été, même quand il fait beau, entre guillemets. Et disons que jusqu'il n'y a pas très longtemps, dans l'évolution humaine, en fait, disons jusqu'à l'apparition de sapiens vraiment récents, adaptés à la vie périarctique, en fait, disons, ces zones de permafrost sont des zones qui ont été quand même peu favorables, pour utiliser un euphémisme, aux hominines. Et donc, il faut bien comprendre que ces excursions de la courbe de température que vous avez représentées ici par des variations des isotopes de l'oxygène dans des carbonates marins, ça donne une image de la quantité de glace en fait qui est présente sur Terre. Eh bien, ces périodes-là, disons, sont des périodes où on pense que les populations qui vivent dans le cul-de-sac européen ont subi une contraction forte en termes d'abord de surface de territoire disponible, puis aussi de ressources disponibles, donc des crashs démographiques périodiques. Et c'est le moteur de cette fameuse dérive génique. Et voilà, j'ai proposé il y a de nombreuses années que cette dérive génique avait été un phénomène qui avait joué un grand rôle dans la dérive morphologique rapide des Néandertaliens. Pourquoi ? Parce que quand on a une réduction de la taille des populations, ce qui se passe, c'est qu'il y a une perte de diversité, voilà, de façon un peu imagée, symbolique, la diversité génétique et morphologique représentée d'une population mère. Si on réduit la taille de la population,
par pur hasard, un certain nombre de variants vont disparaître. C'est un petit peu comme quand vous plongez votre main dans un sac de billes de toutes les couleurs, vous allez sortir 5 ou 6 billes dans votre main, il n'y aura pas toutes les couleurs, il n'y aura que certaines couleurs. Et lorsque les conditions vont devenir meilleures et que cette population réduite va se développer à nouveau, eh bien, il y aura une diversité qui sera réduite par rapport à ce qu'elle était avant. Et si ce phénomène se reproduit de façon répétée, eh bien, on finit par avoir une diversité génétique faible. Et vous allez voir qu'on a des arguments maintenant qui viennent de la paléogénétique qui confortent complètement cette idée que j'ai proposée il y a très longtemps. Donc, voilà, j'ai proposé un modèle que j'appelais un modèle d'accrétion. L'idée, ça n'est pas de définir des espèces d'étapes dans l'évolution des Néandertaliens, parce que ce sont des étapes un peu artificielles, il n'y a pas de coupure, il y a une continuité de population, mais disons des espèces de pulsations qui, dans le fond, vont réduire la diversité génétique et fixer, encore une fois, par pur hasard, certains caractères morphologiques un peu bizarres, mais qui étaient présents dans les populations du Pléistocène moyen, avec des fréquences pas forcément très élevées, mais on sait que ces traits existent. Par exemple, sur les molaires inférieurs, il y a une petite crête qu'on appelle la crête transverse du trigonide. C'est une petite crête qui est en travers des dents. C'est quelque chose qu'on trouve sur des dents de fossiles du Pléistocène moyen, même du Pléistocène inférieur, et même en Afrique. C'est un truc qui existe, mais chez les Néandertaliens finaux, terminaux, 99% des Néandertaliens ont ce caractère. Alors, on peut spéculer sur l'intérêt d'avoir cette petite crête sur les dents. Je soupçonne qu'il n'y a aucun intérêt. C'est assez difficile de trouver un avantage adaptatif à ce caractère. Pourquoi il augmente en fréquence ? Soit parce qu'il est lié à un autre caractère qui, lui, a un intérêt adaptatif, donc c'est indirectement qu'il est sélectionné, ou alors il n'est pas sélectionné du tout, il est juste fixé à cause de ces phénomènes de dérive. Et tout ça, ça se traduit donc par un accroissement de ces caractères dérivés, particuliers aux Néandertaliens au cours du temps, et puis aussi une évolution qui est un peu en mosaïque, c'est-à-dire qu'il y a des régions du squelette ou des régions du crâne ou de la mandibule ou de la denture où cette fixation se fait de façon plus ou moins rapide. Ces fossiles de Cimadelos-Huesos que je vous ai montré tout à l'heure en vous disant c'est des Néandertaliens anciens, en fait, oui, mais c'est vrai qu'ils ne montrent pas toute la gamme de caractères qui sont présents chez les Néandertaliens, disons, il y a 40 000 ans, 50 000 ans, 60 000 ans. Ils ont aussi des caractères primitifs. Donc il y a des vitesses d'évolution différentes en fonction des zones anatomiques. Mais enfin, toujours est-il que, de façon beaucoup plus précoce qu'on ne le croyait quand j'étais un très jeune chercheur, eh bien, en fait, on a des Néandertaliens qui sont presque indiscernables des Néandertaliens finaux, de façon beaucoup plus ancienne que 100 000 ans. Voilà un fossile qui a été découvert justement à l'époque où je faisais ma thèse, qui est un arrière-crâne qui a été trouvé dans le nord de la France, dans une région, près d'une petite ville qui s'appelle Biache-Saint-Vaast, qui a été découvert de façon un peu, accidentelle par des travaux d'agrandissement d'une usine. Et bien en fait, cet arrière-crâne de Biache-Saint-Vaast, qui a quand même 240 000 ans, eh bien, dans le fond, si on le collait à l'arrière d'un crâne néandertalien typique, si je peux dire, de la fin de l'évolution néandertalien, je ne suis pas sûr que ça choquerait beaucoup la plupart de mes collègues. Ils diraient, l'homme de la Chapelle aux Saints, il a un arrière-crâne comme ça, avec des caractères un petit peu inattendus, mais dans le fond, la réduction de la taille de
de la mastoïde, cette fameuse conformation de l'occipital, ces dépressions, ces reliefs, etc. Ils sont déjà là. Cette forme arrondie de la boîte crânienne en vue postérieure, c'est là. Donc voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de la région anatomique qu'on va trouver dans un site, surtout quand on a du matériel fragmentaire, on peut, dès le stade isotopique 6, et là on est au stade isotopique 7, mais on peut, dès le stade isotopique 6, disons entre 200 000 et 120 000, on peut trouver des néandertaliens qui ressemblent beaucoup aux néandertaliens finaux. Alors je reviens sur cette histoire de mécanisme d'évolution des néandertaliens. Alors évidemment, avec toutes les dates que je vous ai données, on a essayé de voir si dans le fond, il n'y avait pas des épisodes glaciaires en particulier qui avaient été particulièrement spectaculaires, qui avaient peut-être plus que les autres joué dans ce mécanisme d'isolement et de dérive génique des néandertaliens. Et aussi, on a essayé de réconcilier ce qu'on observait avec les dates que proposent les généticiens. Alors, les généticiens qui ont séquencé le génome de Néandertal et qui connaissent très bien le génome des hommes actuels nous disent, voilà, c'est dans cette tranche de temps-là que ça se passe, entre 550 000 et 765 000. Alors, ça, c'est avec, je crois, 95% de chance d'avoir juste. Il y a quand même 5% de chance qu'on soit un peu avant ou après. Et vous voyez que et alors l'idée, c'est qu'après, il y a eu par exemple des épisodes comme cette glaciation, ce stade isotopique 12, qui est un stade très très intense et qui, en gros, voilà, on est juste avant ces formes de cima de los huesos. Donc ça peut-être que ça a accentué la fixation des caractères avant d'avoir ce phénotype néandertalien bien établi. Alors, encore une fois, je pense que cette date de séparation, elle est probablement sous-estimée par les généticiens à cause de ce qu'on connaît donc, au Maroc, mais aussi de ce qu'on connaît en Europe. En Europe, on a vers 800 000 des fossiles. Alors, ce n'est pas Cima de los Huesos, c'est un site qui est juste à côté, qui s'appelle Grandolina, où on a des restes qu'on a attribués à une espèce, pour le gisement, qu'on appelle Homo antecessor. Et les chercheurs espagnols eux-mêmes, qui longtemps ont présenté ces Homo antecessors comme un ancêtre commun de tout le monde, reconnaissent que ces Homo antecessors, ils ont déjà des tendances, si je peux dire, qui vont vers les néandertaliens. Donc on est bien avant ça. Alors pourquoi ce désaccord? D'abord, historiquement, les paléontologues donnent toujours des dates plus anciennes que les généticiens. Enfin, vous pouvez regarder dans la littérature, c'est une vieille histoire. À chaque fois que la divergence homme-chimpanzé, les gens qui faisaient de la phylogénie moléculaire pendant des années nous ont dit c'est au maximum 6 millions d'années. Alors que certains paléontologues disaient mais c'est pas possible, on a des fossiles plus anciens. Pareil pour l'émergence des premiers néandertaliens. Moi, j'ai eu des discussions avec mes collègues paléogénéticiens à Leipzig, à la cantine le midi, où ça discutait dur parce que je leur disais vos dates ça colle pas, on a des fossiles plus anciens qui montrent cette divergence. Il faut quand même comprendre une chose, c'est que évidemment la génétique et la paléogénétique, ça a toutes les apparences de la science dure, c'est vraiment on est dans des molécules et puis avec des chiffres quand même, c'est pas comme de discuter de trous et de bosses sur les os. Mais il faut bien comprendre quand même que ces estimations de divergence, de lignées, etc., ça se fonde sur un certain nombre d'hypothèses qui ne sont pas toujours vérifiées. Alors d'abord, il y a des hypothèses sur la vitesse d'évolution, c'est-à-dire que on suppose que les taux de mutation n'ont pas trop changé
Alors depuis les débuts de la paléogénétique, on a appris que malheureusement, les taux de mutation, ils ont changé au cours du temps. Ensuite, il faut faire il faut poser un certain nombre d'hypothèses sur la durée des générations, par exemple. Et là aussi, c'est quelque chose qui a amené parfois les estimations par les généticiens vers des dates de divergence beaucoup plus anciennes, en particulier en ce qui concerne la divergence homme-chimpanzé. Et puis ensuite, il y a un autre problème, c'est que, évidemment, pour faire ces calculs, il faut avoir un modèle qui est relativement simple, et ce modèle, il suppose qu'il y a une date de séparation des populations, qui est une date, voilà, il y a une date à partir de laquelle ils sont séparés. Avant, ils n'étaient pas séparés, après, ils sont séparés. Alors, malheureusement, dans la vraie vie, vous le savez peut-être, les séparations, ça ne marche pas toujours comme ça. On n'est pas séparés, on est séparés, on est moins séparés après, mais finalement, on est séparés. Et donc, il se passe un peu la même chose avec les espèces, hein. Et en particulier, il y a un chercheur américain qui s'appelle David Reich qui s'est fait connaître il y a des années de ça en montrant que justement la séparation homme-chimpanzé, c'était pas une séparation nette, c'est-à-dire ils étaient séparés, mais il y a eu des moments plus tard où il y a eu des échanges géniques entre les descendants des ancêtres des hommes et les descendants des ancêtres des chimpanzés. Et ça, évidemment, ça rend les calculs beaucoup plus difficiles à faire et beaucoup plus compliqués. Donc, dans le fond, une question, c'est ça, c'est cette séparation entre les populations eurasiatiques et les populations africaines. Est-ce que c'est un truc vraiment au couteau ou est-ce qu'il y a une zone floue plus ou moins longue? Donc voilà ce que je voulais vous dire sur alors inutile de préciser qu'on pourrait continuer examiner de nombreux autres aspects de l'évolution des Néandertaliens. Alors passons donc au groupe frère des Néandertaliens en Asie. On a ce groupe des Denisoviens qui a été découvert dans une grotte qui est la grotte de Denisova dans l'Altaï. Alors Denisova, pourquoi on appelle cette grotte Denisova? Parce que apparemment, il y avait un ermite qui vivait dans la grotte jadis qui s'appelait Denis. Denis, et donc voilà, c'est la grotte de Denis, la grotte Denisova. Vous voyez où c'est Denisova? C'est dans le sud de la Russie, de la Fédération de Russie, pas très loin de la frontière avec la Chine, avec le Kazakhstan. Hein, on est à quelques 50 km, hein, on n'est pas loin. Et j'ai des très jolies photos de la région que je n'ai pas le temps de vous montrer, mais c'est un endroit assez spectaculaire, un paysage très très beau, avec un paysage de moyenne montagne, c'est pas très élevé, mais avec des forêts comme on peut en voir dans le sud de la Sibérie, c'est très très beau. C'est cette région où, je vous l'ai dit, on a trouvé aussi des Néandertaliens. Et donc, vous allez voir que c'est un peu un problème parce que dans le fond, on a choisi un nom pour un groupe dont on va voir que l'extension géographique elle est beaucoup plus étendue que l'Altaï, dans une grotte qui est une sorte de poste-frontière en fait. Et donc, c'est pas le centre du domaine des Denisoviens, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà où est la grotte de Chagirskaya, dont je vous ai parlé. Il y en a une autre qui s'appelle Okladnikov, c'est le nom d'un archéologue russe célèbre qui a travaillé là. Et dans la grotte de Denisova elle-même, on a aussi des restes de Néandertaliens. Alors, comment on a découvert ces Denisoviens? Eh bien, la première publication sur les Denisoviens, elle a été sortie en 2010, donc par une équipe de l'Institut où je travaillais à Leipzig. D'ailleurs, je faisais partie des co-auteurs de cette publication. Et
ce qui a énormément frappé les esprits à l'époque, c'est que la reconnaissance de ce groupe qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, c'est une reconnaissance qui s'est faite sur de l'ADN ancien et non pas sur la découverte d'un crâne, d'un squelette tout à fait inattendu, inconnu. Et donc, ça a frappé les esprits des scientifiques, de la presse, du public. Alors vous allez voir que, en fait, quand je dis on a découvert les Denisoviens, en fait, on a su mettre des caractéristiques génétiques sur un ensemble de fossiles dont vous allez voir qu'en fait, on avait d'autres représentants ailleurs qu'on ne savait pas identifier. Alors, ce qui a aussi beaucoup frappé les esprits, c'est que cette identification, cet ADN a été extrait d'un tout petit bout d'os qui est l'extrémité de la dernière phalange du petit doigt d'une petite fille. Voilà. Elle est très agrandie, la petite fille, là, mais voilà, dans la réalité, c'est ça. Soit en passant, le paléontologue russe qui a eu l'œil de reconnaître ça comme un bout de phalange humaine, bravo, parce que c'est pas évident. Hein. En réalité, vous allez voir qu'il avait trouvé un peu mieux que ça, mais la phalange a été cassée en deux, on a donné un bout aux Allemands, il y en a un autre bout qu'on a donné aux autres, enfin bref. Alors, la première chose à dire, c'est que d'abord, ce fossile, il contient un ADN qui est remarquablement conservé. Et ça, c'est lié au fait que cette grotte, qui n'est pas très haut en altitude, c'est un réfrigérateur, hein. C'est-à-dire la température moyenne dans la grotte, moyenne sur l'année, c'est autour de 0 degré. Hein. Donc, le froid, ça aide à la conservation des molécules organiques, en particulier de l'ADN, et donc un ADN très bien conservé. Ce qu'on a fait d'abord, c'est l'extraction de l'ADN mitochondrial. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup, il est facile à identifier, à extraire, et puis facile à interpréter. Et quand on a, donc en 2010, publié cet ADN, eh bien, en fait, la conclusion de cette étude, c'était que ces Denisoviens, c'était un groupe archaïque qui avait divergé de la lignée menant aux hommes actuels et aux néandertaliens il y a 1 million d'années. Donc c'était un groupe complètement à part. En fait, on s'est rendu compte plus tard que l'ADN mitochondrial nous avait, si je peux dire, induit en erreur. Pourquoi ? Parce que cet ADN mitochondrial qui ne se recombine pas à chaque reproduction, eh bien, peut assez facilement passer d'une espèce à l'autre. Et on va en reparler plus tard quand je vous parlerai des phénomènes d'hybridation, de comment ça se passe. En réalité, cet ADN mitochondrial des Denisoviens, c'est un ADN mitochondrial qu'on a découvert ensuite sur les hommes de Cima de los Huesos, sur les néandertaliens. Et donc, c'est l'ADN mitochondrial originel, si je peux dire, de l'ancêtre commun des néandertaliens et des Denisoviens. Et ce qui s'est passé chez les néandertaliens, c'est que, secondairement, il y a de l'ADN d'origine mitochondriale, d'origine africaine, qui est rentré dans leur génome, si je peux dire, et qui a modifié le génome mitochondrial des néandertaliens. Donc en gros, les néandertaliens, on n'obtient pas la même phylogénie si on regarde l'ADN mitochondrial et l'ADN nucléaire, celui de nos chromosomes, le bon, si je peux dire, celui qui, lui, enregistre tous les événements évolutifs. Et donc, une fois qu'on a eu séquencé de l'ADN nucléaire de Denisoviens, eh bien, on s'est rendu compte que, en fait, et ça a été confirmé par des tas d'études ensuite, eh bien, on a une divergence entre donc la lignée qui mène à Sapiens et puis une autre lignée qui va donner à la fois les Néandertaliens et les Denisoviens avec un
un ancêtre commun. Vous vous souvenez le schéma que je vous ai montré tout à l'heure avec une barre verdâtre là en vous disant les Homo heidelbergensis, on pense c'est l'ancêtre commun des deux. Bah voilà, c'est ça. Et alors, on a des dates de divergence. Je vous ai dit que les généticiens ont estimé avec plus ou moins de certitude. Et donc, nous disent, si la divergence là, elle est vers entre 550 et 760, là, on doit être autour de 450. Alors, encore une fois, c'est à prendre avec des tas de pincettes, parce qu'en fonction de ce qu'on va trouver, peut-être qu'un jour, on se rendra compte que c'est un petit peu avant. Peu importe. Donc, en gros, on découvre en 2010, alors pas en 2010, mais dans les années qui suivent, on se rend compte qu'on a en fait en Asie, là-bas dans l'Altaï, un groupe qui est le groupe frère des Néandertaliens qu'on trouve en Europe, au Proche-Orient, en Asie centrale. Alors quelques mots sur cette grotte de Denisova quand même, parce que c'est important pour bien comprendre la suite des événements. Donc c'est une grotte très grande qui a été fouillée pendant des années et des années par nos collègues russes, d'ailleurs qui continuent à fouiller là-bas. C'est une grotte dans laquelle il y a plusieurs chambres. Et il faut bien comprendre que la stratigraphie qu'on trouve dans ces chambres, c'est une stratigraphie qui est à la fois très épaisse. Quand vous allez dans ce site, si vous descendez au fond de la fouille, voilà, dans une de ces chambres-là, par exemple celle-là, vous êtes au fond d'un trou qui, pratiquement, quand vous avez les pieds par terre, le sommet de la coupe, il est en haut de l'écran, là. Hein. Donc ce sont des coupes très très grandes, et des coupes qui montrent une stratigraphie extrêmement perturbée. Pourquoi? Je vous ai dit, il fait en moyenne 0 degré. Alors ça ne veut pas dire qu'il fait 0 degré tout au long de l'année, hein, c'est une température moyenne, mais il y a une grande différence entre l'hiver et l'été, encore que l'été il fait quand même frais dans la grotte. Mais ça, c'est actuellement pendant un interglaciaire. Mais pendant une période glaciaire, les sédiments à l'intérieur de la grotte, ils gelaient. Et puis, quand il dégelait, il y avait des tas de mouvements qui se produisaient, des couches. Donc vous avez, au lieu d'avoir des niveaux géologiques qui sont calmement empilés les uns au-dessus des autres, de façon bien tranquille, on a, vous voyez, des contacts comme ça, verticaux, avec des pointes de sédiments qui remontent, ou au contraire des sédiments qui descendent. Et ça rend l'interprétation de cette stratigraphie et les datations assez complexes, et il a fallu beaucoup de temps pour comprendre un petit peu ce qui se passait dans cette grotte. L'autre problème avec la grotte de Denisova, c'est que c'est une grotte qui est favorable à la conservation de l'ADN à cause de ces conditions particulières de climat, de milieu, mais manifestement, ce n'est pas une grotte qui est favorable à la conservation de restes osseux très complets. Voilà, disons, les principaux restes, enfin le genre de vestiges qui ont été attribués aux Denisoviens, qui ont été trouvés dans cette grotte. Et vous voyez que c'est essentiellement... Alors voilà la fameuse phalange dont je parlais tout à l'heure. Donc là, c'est la photo que je vous ai montrée. Vous voyez, il y avait quand même la suite donc, qui a été séparée. Donc c'était peut-être plus facile à identifier qu'on l'imagine parfois. Et puis, voilà, on a des dents isolées, puis des bouts d'os qui font voilà, quelques centimètres. Et tout ça est identifié grâce à de l'ADN qu'on a extrait. Et dans le fond, c'était une grande frustration au début, parce qu'on s'est dit, mais bon sang, on ne va jamais savoir à quoi ressemblaient ces Denisoviens, donc le groupe frère des Néandertaliens. Alors quand même à l'époque où on avait uniquement des fragments comme ça, il y avait quand même des caractères morphologiques qui étaient des caractères tout à fait particuliers, en particulier des caractères dentaires. Les molaires qu'on trouve, les molaires humaines qu'on trouvait, qui ont été, par leur ADN, assignés aux Denisoviens, c'est des molaires de très grande taille.
Vous voyez là une comparaison avec une molaire de Néandertal, une molaire supérieure de Néandertal, une molaire supérieure d'homme actuel. Vous voyez, on a ces grosses dents avec des topographies un petit peu compliquées, mais encore une fois très grosses. Et quand on compare de façon métrique, voilà, deux dents qui viennent de la grotte de Denisova, Denisova 4, Denisova 8. Et vous voyez que c'est des dents qui tombent dans une distribution de taille. Donc là, il s'agit de troisième molaire, hein, la dent de sagesse, entre guillemets, supérieure. Tous ces petits losanges rouges et bleus que vous voyez là, ce sont des dents d'Australopithèque. Hein. Et donc, on est très loin des dents qu'on va trouver chez voilà, des Néandertaliens, des Homo sapiens, enfin, des fossiles divers, même y compris d'ailleurs des Homo erectus. Donc, on est vraiment dans une gamme de tailles assez différente. Et probablement qu'une des raisons pour lesquelles on a ces molaires de très grande taille, c'est que on a souvent, sur la mandibule en tout cas, c'est assez bien démontré, une absence justement de la dent de sagesse, donc une aplasie de la dent de sagesse, donc ça a laissé de la place aux autres molaires pour se développer. Autre caractéristique de ces molaires, de ces dents, elles ont un émail dentaire qui est mince, comme ce qu'on trouve chez les Néandertaliens, et qui est très différent de la situation qu'on trouve chez des sapiens où l'émail dentaire est épais. Donc ça, évidemment, c'est pas complètement surprenant puisque je vous ai dit que ces Denisoviens, sur des données génétiques, on les identifie comme le groupe frère des Néandertaliens. Et en fait, on va constamment trouver des caractères qui, de temps en temps, rappellent les Néandertaliens, mais pas complètement. Hein. C'est évidemment ce qu'on s'attend à trouver dans un groupe frère. Alors, exemple de caractère justement non néandertalien, eh bien, cette fameuse phalange dont on a déjà beaucoup parlé, c'est une phalange qui a une morphologie, vous voyez, elle est un peu amincie à son extrémité distale. C'est une morphologie qu'on trouve chez des humains récents et qui est assez différente de ce qu'on trouve chez les Néandertals, où les phalanges terminales se terminent un petit peu comme ça en spatule, ils avaient des gros doigts au bout, si je peux dire, et qui est assez caractéristique des Néandertaliens. Donc voilà, des choses qui ressemblent aux Néandertaliens, mais voilà, aussi des choses qui les distinguent. Je vous ai parlé de cette stratigraphie très bousculée. Un des enjeux de l'interprétation de cette stratigraphie, c'est que on s'est beaucoup posé de questions sur où dans la stratigraphie se trouvent ces Denisoviens. Hein, et parce que, évidemment, quand on remonte vers des périodes de plus en plus lointaines, on ne peut pas utiliser le radiocarbone, hein, et donc on a des dates qui peuvent être beaucoup plus difficiles à établir. Alors on a utilisé la luminescence optiquement stimulée à Denisova, mais encore une fois, il faut être sûr que ce qu'on trouve dans un niveau, ça vient bien de ce niveau-là, et quand on a des couches qui ont ce genre de forme, la possibilité que des objets passent d'une couche dans une autre est quand même très élevée. Toujours est-il que, on revient sur ce sujet, à Denisova, alors je laisse de côté les Homo sapiens, mais vous voyez qu'il y a des ossements d'Homo sapiens représentés ici en gris qui se baladent dans la stratigraphie un peu mélangée avec les Néandertals ou les Denisoviens. On aimerait bien savoir s'ils sont vraiment contemporains ou si c'est des mouvements d'os qui se baladent d'une couche dans une autre. Toujours est-il qu'on a quand même, on a assez vite remarqué qu'on avait des restes de Denisoviens, encore une fois identifiés par l'ADN,
dans des niveaux anciens de la grotte et puis dans des niveaux récents. Et puis, entre les deux, on a des niveaux où on trouve des Néandertals. Donc voilà en gros ce que donnent des dates qui ont été établies à Denisova. Voilà ces Denisoviens anciens, vous voyez, à 130 000, 150 000, jusque vers 200 000. Des Denisoviens beaucoup plus récents qui sont juste avant 50 000. Et puis entre les deux, dans certains niveaux, ces taches, enfin ces figures bleues montrent des dates qui sont des dates de restes néandertaliens qui ont été trouvées dans la grotte de Denisova. Et ces dates, ici, donc cette zone où il y a des restes néandertaliens en bleu, sont des dates qui correspondent justement à ce dernier grand interglaciaire qui a commencé il y a presque 130 000 ans et puis qui ensuite s'est terminé de façon très très progressive. Et donc ça confirme cette idée que on est dans une région où vivent nos Denisoviens, et à l'occasion d'un interglaciaire particulièrement marqué, eh bien on a ces populations néandertaliennes qui viennent jusque-là. Et vous voyez qu'il y a ici une date qui est à la fois en rouge et en bleu. On va y revenir dans un instant, mais on a la chance dans ce site de Denisova d'avoir un hybride de Denisoviens et de Néandertal, un hybride de première génération. Donc ce que la génétique a confirmé, c'est qu'on a bien à Denisova, en gros 2 générations de fossiles, si je peux dire, des fossiles anciens, et puis alors qui ont un ancêtre commun avec une branche plus récente qui a donné la fameuse petite phalange et puis une dent comme celle de Denisova 4. Et comment on peut confirmer ça? Parce qu'on compte les mutations le long de à l'intérieur de l'ADN de ces fossiles, et on montre que en partant d'un ancêtre commun, eh bien, il faut beaucoup moins de temps en termes de nombre de mutations pour arriver à Denisova 8 qu'il en faut pour arriver à Denisova 3 ou 4. Et donc, si on suppose qu'il y a un taux de mutation qui est à peu près constant, eh bien, on est amené à donner un âge 60 000 ans plus vieux à cette dent de Denisova 8 qu'aux dents de Denisova 3 et 4. Donc ça correspond bien, ces 60 000 ans, c'est la durée de cette fenêtre de temps dans laquelle se produit cet interglaciaire. Alors voilà une autre façon de présenter les choses. Donc les Denisoviens, ils sont là, les Néandertaliens, ils sont là, ils ont un ancêtre commun, alors là qui est daté par les généticiens autour de 450 000. Et puis, il va y avoir, donc on a calé là-dedans différentes branches de Néandertal et de Denisoviens. Et vous voyez qu'il y a, ici, autour de un peu moins de 100 000 ans, on a une branche de Néandertal qui vient, dans le fond, dans cette grotte de Denisova. Et ils viennent quand même au contact, si je peux dire, des Denisoviens. Ils viennent tellement au contact des Denisoviens qu'on a un bout d'os qui est l'os de l'enfant d'un mâle Denisovien avec une femme néandertale. Donc c'est un coup de chance extraordinaire. C'est un hybride de première génération. On n'a jamais ça, mais là on l'a. Donc voilà, il a ce spécimen a de l'ADN qui est pour moitié néandertalien, pour moitié dénisovien. Je reviens sur cette idée de diversité génétique réduite pour des raisons démographiques, en particulier liées au climat. Donc voilà ce que vous trouvez dans la littérature. Les généticiens
calculent ce qu'ils appellent pairwise divergence avec des pourcentages, donc qui comptent le pourcentage de substitution qu'on va trouver entre des Denisoviens, entre des Néandertaliens, des Denisoviens au sein des hommes modernes. Et vous voyez que ce pourcentage, il est beaucoup plus faible chez les Denisoviens que chez des hommes actuels, et il est même encore plus faible chez des Néandertaliens de Denisova. Alors, j'ai réalisé en préparant mon cours que ce pourcentage pouvait être un petit peu, comment dire, vous induire un peu dans l'erreur ou la confusion. Vous vous souvenez que je vous ai dit plusieurs fois déjà que si on prenait au hasard 2 humains sur Terre, en moyenne, on allait trouver dans leur génome un nucléotide sur 1000 différent. Donc c'est ça la différence entre 2 humains actuels. Si on prend des Néandertaliens et des humains, on va trouver un nombre bien plus important de substitutions. Donc là, ces pourcentages-là, ils ne s'appliquent pas en fait à l'ensemble du génome, mais en fait, ils s'appliquent à des positions où au moins un des génomes comparés est différent des autres. Autrement dit, le dénominateur commun de ces pourcentages, ce n'est pas toutes les bases de l'ADN, mais toutes les positions qui sont informatives, celles où il y a cette variabilité. Peu importe, quand même, vous voyez qu'on a cette faible diversité génétique. Alors, elle s'exprime aussi chez les Néandertaliens, je vous l'ai dit, hein, les Néandertaliens, en particulier à Denisova, ils ont une très faible variabilité génétique. J'allais dire, ils sont très loin de chez eux, hein, donc c'est vraiment des groupes qui sont partis très très loin vers l'Est. Et vous voyez qu'on a même des informations génétiques sur la proximité entre les parents alors ça c'est une autre, ils aiment bien les phalanges, les généticiens, donc c'est une phalange d'orteils de Néandertaliens. Et vous voyez que ce Néandertalien, quand on essaie de reconstituer le degré de parenté entre ses parents, donc son papa et sa maman, on est quand même très proches en parenté. Alors il y a différentes façons d'interpréter l'ADN de cet individu, mais les parents c'était soit des demi-frères, demi-sœurs. Alors je passe sur grand-père, petite-fille, tante, neveu, double cousin germain. J'ai eu du mal à comprendre ce que c'était des doubles cousins germains, mais c'est des cousins germains encore plus proches que les cousins germains. Donc vous voyez que ça donne l'image de populations qui sont des petites populations dans lesquelles il y a une endogamie extrêmement forte. Alors on a fait des tas de calculs là-dessus. On calcule quelque chose qui est le degré d'hétérozygotie dans le génome, et à partir de là, les généticiens déduisent des fluctuations de taille des populations au cours du temps. Donc le passé, il est là. Le présent, il est ici, et tous ces courbes multicolores, ça représente des populations qui existent toujours. L'idée, c'est qu'il y a des fluctuations de population. Alors après, dans les populations modernes, il y a une augmentation importante, c'est ce qu'on appelle la taille de la population effective, c'est-à-dire le nombre d'individus qu'il faut pour expliquer la diversité génétique, donc le nombre d'ancêtres, si je peux dire, qu'il faut imaginer pour expliquer la diversité génétique. Et vous voyez que chez les Denisoviens et les Sapiens, les Denisoviens et les Néandertaliens qui sont représentés en noir et en rouge, il y a une espèce d'effondrement de la taille de population. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve partout dans la littérature, mais qui est quand même assez discuté. Pourquoi ? Parce que cette taille, ce qu'on appelle la taille effective, la taille de la population effective, ce n'est pas la taille de la population, encore une fois, c'est la taille de la population qu'il faut pour expliquer la diversité génétique. Et on sait qu'il y a d'autres facteurs que la taille de la population réelle
qui a un effet sur le calcul de cette taille de la population effective, en particulier le fait d'avoir ce qu'on appelle une structure de population, c'est-à-dire au lieu d'avoir une population qui se... où les individus peuvent se reproduire de façon un peu isotrope, hein, donc dans toutes les directions, ils trouvent des partenaires. Si on a des populations qui sont formées par des clusters de gens qui n'ont pas de contact entre eux, même si la taille globale est assez grande, on va avoir des structures comme ça qui se développent, et c'est peut-être ça en fait qu'on observe. Bon. Venons-en à la présence d'ADN dénisovien dans le génome des hommes actuels. Vous, vous savez maintenant, tout le monde sait, que les non-africains possèdent 2% en moyenne, 2%, un petit peu moins en moyenne en fait, d'ADN néandertalien. Et on a le même phénomène avec les dénisoviens, c'est-à-dire qu'on trouve, alors pas en Europe, mais en Asie, en Australie, en Mélanésie, on trouve un petit peu d'ADN dénisovien dans l'ADN de population actuelle. Pourquoi? Encore une fois, ça fera l'objet d'un cours. Parce que quand le remplacement de ces populations s'est produit par des sapiens, ce n'est pas un remplacement total, c'est un remplacement avec des fuites. Et donc, il y a un petit peu d'ADN qui est passé des populations locales dans le génome des populations de migrants. Alors, j'insiste sur le fait que, autant pour les néandertaliens, on va trouver un peu partout ces 2% d'ADN néandertalien, quand il s'agit de l'ADN dénisovien, les choses se présentent de façon un peu différente, c'est-à-dire que sur une grande partie disons le nord du continent asiatique, la Chine, le Japon, ces régions-là, c'est pas 2%, c'est 0,2%. Donc c'est très très peu d'ADN dénisovien dans des populations asiatiques. D'ailleurs, 0,2% qui viennent s'ajouter aux 2% d'ADN néandertalien, hein, qui lui a été attrapé, si je peux dire, à la sortie d'Afrique, tout de suite. Mais on a certains coins du monde dans lesquels on a une fréquence beaucoup plus élevée, en particulier en Mélanésie, en Australie, on va y revenir dans un instant. Cette histoire d'introgression d'ADN néandertalien ou dénisovien dans le génome des hommes actuels, il faut bien voir que ça ne concerne qu'une partie du génome. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 60% du génome des humains actuels dans lequel on ne trouve jamais d'ADN néandertalien ou dénisovien. Pourquoi ? Parce que dans ces régions du génome, il ne fait pas bon, en tout cas il ne faisait pas bon avoir de l'ADN néandertalien ou dénisovien, parce que la sélection naturelle vous écartait immédiatement de la suite de l'histoire. Et donc c'est seulement 40% du génome qui est concerné, mais évidemment personne aujourd'hui n'a 40% d'ADN néandertalien. Donc en fait, en réalité, quand on essaie de voir ce que ça veut dire en termes de phénotype, c'est-à-dire de caractère exprimé, en fait, on se rend compte que ces pour revenir aux 2% d'ADN néandertalien, en fait, ça concerne quand même assez peu de caractères. Hein. Chez les hommes actuels, ça va concerner un certain nombre de choses qui semblent avoir été sélectionnées positivement. Par exemple, des traits qui sont liés à l'immunité, au système HLA, des choses comme ça, et aussi à la pigmentation, à la peau, des choses comme ça. Taches de rousseur, alors, je ne sais pas l'avantage d'avoir des taches, c'est joli, remarquez, mais est-ce que c'est vraiment utile ? Donc, des caractères qui semblent avoir été sélectionnés positifs, enfin qui semblent apporter un bénéfice entre guillemets, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, on parle de quoi ? Quelques dizaines de variants qui semblent avoir été sélectionnés positivement.
Alors, quelques dizaines sur 20 000 gènes, ça fait pas 2%, hein, ça fait pas beaucoup de pourcents positivement sélectionnés. Puis alors, il y a des choses qui apparemment ont été sélectionnées positivement. Alors, il y a des choses qui sont restées dans le génome des hommes actuels hérités des Dénisoviens, des Néandertaliens, non pas parce que c'était bénéfique, mais juste parce que ça faisait pas de mal. Hein. Donc, ce qui était problématique a été éliminé par la sélection naturelle, et les choses qui étaient neutres sont restées là. Mais voilà, c'est comme une tache sur un vieux t-shirt qu'on lave, qu'on relave, mais on le remet quand même. Et donc, ça raconte quelque chose sur ce qui est arrivé autrefois, mais ça n'a pas tellement d'importance du point de vue du phénotype. Puis alors, il y a des caractères qui ont été probablement sélectionnés positivement autrefois et qui peut-être étaient avantageux autrefois, mais qui ne sont pas trop avantageux aujourd'hui. Hein. Alors, il y a des bouts d'ADN qui sont liés à des addictions, à la dépression. On a découvert un bout d'ADN hérité des Néandertaliens qui, au moment du Covid, vous envoyait directement en salle de réanimation. Hein. Donc, il ne fallait pas avoir ce bout-là d'ADN néandertalien. Donc, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué. Il n'y a pas de bons gènes, de mauvais gènes. Hein. C'est en fonction des circonstances. Donc, des choses qui étaient bien autrefois sont moins bien maintenant. Alors, je reviens à cette idée de distribution quand même très différente de la contribution dénisovienne au génome actuel. Ah si, quand même, il y a une chose qu'il faut que je vous raconte, c'est que dans les choses qui apparemment sont héritées des Dénisoviens et qu'on trouve dans des populations actuelles, il y a un variant d'un gène qu'on appelle EPAS1, qui est un gène qui est impliqué dans la réponse au manque d'oxygène, l'hypoxie, ce qu'on appelle l'hypoxie, et qu'on trouve aujourd'hui dans l'Himalaya, au Tibet, dans des régions comme ça, et qu'on connaît chez les Dénisoviens. On pense que c'est hérité, c'est un bénéfice de cette hybridation. Alors vous allez voir que dans l'histoire de ce gène d'adaptation à l'altitude, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant du point de vue de la distribution passée des Dénisoviens. Je reviens sur le fait qu'en Asie continentale, surtout dans le nord de l'Asie, la contribution dénisovienne au génome actuel, elle est très très faible. Hein, on est en dessous on est à 0,2%, hein, donc c'est très très peu. Mais si on va en Australie, en Mélanésie, là, on peut trouver des individus qui ont 5% d'ADN dénisovien. Là, c'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup d'ADN dénisovien dans leur génome, mais ce n'est pas beaucoup d'individus. Hein. À l'échelle de la planète, c'est quand même un peu cosmétique, mais c'est remarquable. Et alors, évidemment, dès qu'on a publié, dès qu'il y a eu ces publications sur cette distribution de l'ADN dénisovien, on ne comprenait pas très bien pourquoi ces Dénisoviens qu'on connaissait à l'époque uniquement dans l'Altaï, l'Altaï c'est très très loin de l'Australie, hein, c'est là-haut, hein. Pourquoi on avait des Dénisoviens dans l'Altaï et l'endroit où on trouvait la plus forte contribution dénisovienne au génome moderne, c'était l'Australie, la Mélanésie. Et évidemment, la conclusion qui en a été tirée assez rapidement par moi, par d'autres, c'est que des Dénisoviens, il a dû y en avoir ailleurs en Asie, et en particulier dans le sud de l'Asie, pour que des populations d'origine africaine en chemin vers l'Australie aient pu s'hybrider quelque part, là, dans le sud de l'Asie, dans le sud-est de l'Asie, avec des Dénisoviens. Et évidemment, ça a immédiatement fait remonter à la surface, si je peux dire, des fossiles chinois, alors qui n'étaient pas représentés par des petits bouts de phalanges, hein. C'était des crânes complets, hein, comme ce crâne de Dali. Et on s'est dit à ce moment-là, mais peut-être qu'en fait, que ces crânes, alors que les chercheurs chinois interprétaient comme des sortes d'intermédiaires entre les Homo erectus locaux et les Asiatiques actuels, ce qui évidemment ne collait pas très très bien avec le modèle d'origine africaine de Sapiens,
peut-être que ce sont des Denisoviens, en fait. Parce qu'ils avaient des caractères morphologiques, dans le fond, qu'on ne pouvait pas ranger dans les sapiens, pas dans les erectus. C'était autre chose, et cette autre chose, ça pouvait être des Denisoviens. Alors, c'est une voie qui a été confirmée au cours des années suivantes par de nombreuses découvertes. Je vous cite la mandibule qui est connue sous le nom de Xiae 1, mais qui est une mandibule qui vient d'un karst au Tibet, qui est le karst de Bashia, que j'ai publié avec des collègues chinois et pas que chinois. Cette mandibule, elle a été identifiée comme denisovienne en confirmant que, dans le fond, il y avait des Denisoviens en Chine aussi. Alors on est quand même à plus de 2000 km de Denisova, hein. Là on est loin. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cette mandibule, elle vient d'un site qui est à plus de 3000 mètres d'altitude. Et donc du coup, là on comprend pourquoi les Denisoviens, en tout cas certains Denisoviens, pouvaient avoir ce variant du gène EPAS1. Parce que ceux de Denisova, ils ne vivaient pas à une altitude extravagante, ils vivaient à quelques centaines de mètres d'altitude. Mais ceux-là, ils vivaient à 3000 mètres d'altitude. Alors on a pu dater, grâce au carbonate qui était préservé sur cette mandibule, on a pu la dater de 160 000 ans, et surtout, on a pu, alors non pas avec de l'ADN, parce qu'il n'y avait pas d'ADN, mais grâce à l'analyse de protéines contenues dans la mandibule, montrer que la séquence d'acides aminés du collagène qui était contenue dans la mandibule, c'était une séquence qui était identique à celle qu'on trouvait chez des fossiles de Denisova. Alors pas parce qu'à Denisova on avait extrait des protéines, mais parce qu'à Denisova on avait le génome. Et comme la séquence d'acides aminés des protéines, c'est une transcription de ce qui se passe dans le génome, donc vous pouvez prendre le gène de n'importe quelle protéine et prédire, si je peux dire, la séquence d'acides aminés. Donc c'est comme ça que cette découverte a été faite par mon collègue Frido Welker. Et puis, bon, alors, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais des caractères morphologiques qui rappellent quand même ce qu'on a à Denisova. Voilà la taille des deuxièmes molaires de cette mandibule de Xiae. Vous voyez qu'on est très au-dessus de ce qu'on a sur des fossiles Pléistocène moyen d'Europe ou des Néandertaliens. On retrouve ces grosses dents. On retrouve aussi autre chose, c'est l'absence de M3, cette aplasie de la M3 sur une mandibule qui est relativement primitive dans sa morphologie, mais donc avec une grande taille des dents, mais pas de M3, donc de la place pour les M1 et les M2. Alors depuis, on a trouvé d'autres Denisoviens, si je peux dire, dans le registre chinois. Je vous montre une mandibule. C'est encore une autre histoire extraordinaire. Enfin, les fossiles, la découverte des fossiles chinois, c'est digne de roman, hein. La mandibule de Xiae 1, elle a été trouvée par un moine qui méditait dans la grotte. Celle-là, elle a été trouvée au fond de la mer de Chine, récoltée par des pêcheurs entre Taïwan et puis le continent. C'est une mandibule avec des dents qui présentent des caractères assez comparables à celles de Xiae 1, absence de M3, toujours, des caractères, des racines aussi qui sont très particulières sur, aussi bien Xiae que cette mandibule qui s'appelle Penghu, donc notamment les racines des prémolaires. Et puis en fait, quand on regarde dans le registre fossile chinois, on trouve des dentures qui ressemblent à ça. Je vous cite rapidement un site du nord de la Chine qui s'appelle Zhujiayao, où on retrouve le même genre de caractéristiques, avec aussi des caractères, là ici c'est l'oreille interne, qui ressemble quand même beaucoup à ce qu'on trouve chez les Néandertaliens, donc cette combinaison de caractères particuliers et de caractères qui rappellent les Néandertaliens. D'autres fossiles, dans le centre de la Chine, les crânes de Xuchang,
des crânes de très grande taille, une très grande capacité crânienne, où on retrouve toujours le même genre de caractère sur l'oreille interne, même sur l'occipital, une petite fosse au milieu de l'occipital. Et puis alors, tout ça, ça aboutit, donc il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années à peine, avec la description d'un fossile, alors lui très complet, très bien conservé, qu'un collègue chinois qui s'appelle Ni a baptisé Homo longi, et qui est, si je peux dire, une version beaucoup mieux conservée du crâne de Dali que je vous avais montré tout à l'heure. Alors ce crâne d'Homo longi, il a été, enfin plutôt ce crâne et d'autres crânes attribués à Homo longi sur des caractères morphologiques, il a été attribué par Ni et d'autres auteurs à un groupe qui serait le groupe frère, non pas des Néandertaliens, mais des Sapiens. Et donc ça nous renvoie un peu moins d'un siècle en arrière, avec l'idée qu'on a en Europe l'origine des Européens, en Chine l'origine des Chinois, en Australie, alors il n'y a pas l'origine des Australiens, mais ils sont pas loin, ils sont en Indonésie, etc., etc. Ce qui est d'ailleurs, qui continue à la suite de l'article qu'on a publié, continue à être défendu par des auteurs qui ne sont pas tous chinois, mais qui veulent travailler en Chine. Et ça vient en contradiction totale avec toutes les données de la paléogénétique. Donc, vous en penserez ce que vous voudrez. Mais pour moi, ce crâne de Harbin, c'est le plus beau crâne de Denisovien qu'on a. Et donc, quand on vous dit les Denisoviens, on ne sait pas à quoi ils ressemblaient, bah si, on sait très très bien à quoi ils ressemblaient. Ils ressemblaient à ça. Alors, vous voyez que ils ont des, je vous ai dit, il y a des caractères qui sont des caractères qui rappellent les Néandertaliens dans le temporal, grande taille du cerveau, etc. Ils ont des faces qui sont des faces beaucoup plus réduites en longueur et beaucoup plus plates que ce qu'on a chez les Néandertaliens. Et c'est probablement pour ça que dans des analyses morphométriques, ils tombent pas trop loin des sapiens. Mais je pense que c'est une mauvaise interprétation de cette ressemblance. Alors, depuis ces découvertes, il y a eu de nombreux travaux sur la contribution dénisovienne dans le génome des hommes actuels. Et je vous ai dit, il y a beaucoup d'ADN dénisovien en Mélanésie, en Australie. En gros, ce qu'on est en train de réaliser, alors on n'a pas de fossiles malheureusement dans le sud-est asiatique qui soit très démonstratif, mais de l'étude de cet ADN dénisovien contenu dans dans le génome des populations actuelles, on peut quand même en déduire que, en fait, quand on dit on a des Denisoviens en Asie, dans le nord de l'Asie, dans le sud de l'Asie, voilà, un peu partout, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs branches de Denisoviens et que peut-être il vaudrait mieux trouver d'autres termes pour désigner ces branches. Pourquoi ? Parce qu'on a bien identifié, dans le fond, si je peux dire, les Denisoviens du Nord. On a des fossiles, les fossiles chinois que je viens de vous montrer, de l'ADN à Denisova, des protéines. Alors récemment, on a aussi extrait de l'ADN de ce fameux crâne de Harbin, qui montre que c'est un Denisovien, soit dit en passant, et pas un Homo sapiens ou un groupe frère d'Homo sapiens. Mais dans le fond, là, ce qui se passe dans le Sud, c'est surtout représenté par ce qu'on trouve dans le génome de populations actuelles. Mais il y a une branche sud, si je peux dire, alors est-ce qu'il faut les appeler des Denisoviens, des cousins des Denisoviens ? Mais on a, disons les Denisoviens du Sud, qui semblent représenter une branche qui s'est séparée de cette branche du Nord il y a peut-être 250 000 ans, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que le jour où on va trouver des fossiles qui sont les représentants de cette branche du Sud, eh bien, peut-être qu'ils seront morphologiquement assez différents des Denisoviens que je viens de vous montrer dans le nord de la Chine ou à Denisova. Mais voilà, il faut que
les jeunes paléontologues se précipitent dans le sud de l'Asie pour combler cette lacune dans la documentation. Alors pour terminer, si vous me permettez, je vais vous retenir quelques minutes de plus, juste pour signaler, alors c'est un peu anecdotique si vous voulez par rapport à l'évolution des hominines à l'échelle de l'Eurasie, mais on a dans les îles, en Indonésie et puis aux Philippines, des choses assez bizarres qui ne sont ni des Néandertaliens, bien sûr, ni des Dénisoviens, quelque chose qui est probablement le produit d'une évolution d'Homo erectus qui ont pénétré il y a très longtemps dans ces îles et qui ont évolué un petit peu en vase clos. Alors, on connaît un exemple, enfin l'exemple le plus connu, c'est celui de Flores, donc un Homo floresiensis qui a été décrit en 2004. Donc Flores, c'est là, hein. C'est une grande île qui est au bout de cette chaîne d'îles indonésiennes. Une île qui a toujours été séparée du continent asiatique, ce qui pose quelques problèmes pour imaginer la façon dont ces humains sont arrivés là. Il a été trouvé dans une grotte qui s'appelle Liangbua. Voilà les vestiges qui avaient été décrits en 2004. Donc des restes assez complets, en particulier un crâne qui a donné lieu à beaucoup de spéculations. On a dit que c'était un crâne pathologique, anormal. Il se trouve que depuis, on a trouvé en particulier une seconde mandibule qui ressemble énormément à la première, donc ce n'était pas un accident, si je peux dire. Ce sont des êtres de toute petite taille, grands comme ça à peu près, un peu plus d'1 mètre, avec des caractères anatomiques très particuliers, surtout une capacité crânienne très réduite, hein, un cerveau gros comme un gros pamplemousse, hein, donc on est très très loin des capacités crâniennes qu'on a chez les Néandertaliens, les Dénisoviens, les Sapiens, à une période qui est très tardive. Alors on a une combinaison de caractères que je ne vais pas détailler, mais dans le fond qui est assez difficile à interpréter parce que si on imagine que ce sont des erectus qui sont rentrés dans ces îles de façon ancienne et qui ont évolué en vase clos, mais on a un peu de difficulté à expliquer la réémergence de caractères qui sont encore plus anciens et plus primitifs que ceux qu'on trouve chez Erectus. Mais c'est un phénomène qui est connu, enfin qui est possible parfois. Ou alors, il faut imaginer qu'il y a eu en Asie, mais on ne les a pas, hein, des formes proches des Homo habilis ou même des Australopithèques, et qui seraient à l'origine de ces humains. Mais à ce moment-là, il faut expliquer les caractères parfois très dérivés de ces fossiles comme une convergence. Par exemple, les dents ont une structure très simple qui évoque en fait des dents de sapiens, enfin certaines des dents, et donc il faudrait imaginer qu'il y a une convergence pour ces caractères. Alors, on a en fait maintenant des traces de ces humains, alors pas les Homo floresiensis, mais des formes plus archaïques à Flores qui datent de plus de 700 000 ans. Puis surtout, ce qu'on a montré, et là je reviens sur la question du remplacement, c'est que les dates qui ont été proposées initialement pour la date de survie ultime de ces Homo floresiensis, qui étaient des dates très récentes, hein, des dates de l'ordre de 15 000, 18 000, etc. En fait, sont des dates qui... alors, c'est des vraies dates hein, qui existent dans la stratigraphie de la grotte, mais on s'est rendu compte que la stratigraphie, justement, était beaucoup plus compliquée que ce qu'on croyait. Vous voyez, il y a une espèce d'entaille dans des sédiments anciens avec des dépôts plus récents. Et donc les fossiles d'Homo floresiensis, ils sont là, ils ne sont pas avec les datations ici. Et en fait, disons que on n'a pas de traces de cet Homo floresiensis après 46 000 ans, ce qui suppose, enfin ce qui implique que très certainement ils ont été, comment dire, je ne vais pas prononcer un mot désagréable, mais ils ont été remplacés par les sapiens qui sont arrivés dans cette région-là, essentiellement autour de 50 000.
Et pour finir, je vous ai dit, il y a aussi quelque chose comme ça aux Philippines. Et donc, on a une autre espèce qui a été décrite aux Philippines. Alors, ce n'est pas Homo floresiensis, c'est une espèce qu'on a appelée Homo luzonensis, qui a été découverte et décrite par mon collègue Florent Détroit dans cette grotte de Callao, dans l'île de Luçon, aux Philippines. Et c'est un petit peu la même histoire qu'avec floresiensis, c'est-à-dire que on imagine quand même que ces êtres sont arrivés là par voie maritime. Alors, est-ce que c'est volontairement ou pas, ça c'est une autre histoire, mais il n'y a pas de pont terrestre pour les faire arriver. Alors, le problème d'Homo luzonensis, c'est que ce sont des restes très, très fragmentaires, très intrigants du point de vue de la morphologie. Il y a des choses qui rappellent un peu ce qu'on a avec floresiensis, en particulier des structures, enfin une morphologie dentaire très simplifiée, une petite taille. Alors la petite taille, on n'est pas très sûr parce que vous voyez, on a ces fragments d'os longs, mais on n'est pas sûr que c'est des adultes. Enfin bon, mais probablement de petite taille. Et puis des caractères, là aussi, qui sont des caractères qui paraissent très très primitifs, trop primitifs. Comme par exemple ces phalanges qui sont recourbées, qui est quelque chose qu'on trouve, vous savez, les phalanges de Lucie, c'est des phalanges comme ça qui sont recourbées, et c'est lié à la locomotion arboricole. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est réapparu dans ces groupes en raison de leur mode de vie très particulier, ou est-ce que c'est des caractères qui étaient là chez leurs ancêtres? Pour l'instant, on n'est pas capable de répondre. Voilà, je vais vous laisser. Retenez quand même une chose de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Je vous ai prévenu, il y a trop de matière pour un seul cours, mais il fallait qu'on le fasse, celui-là. Ce qui est quand même frappant, c'est que dans le fond, ces espèces que les sapiens vont remplacer, vous allez voir que ça va se jouer surtout après 50 000, c'est quand même des choses qui sont très très différentes de nous. Alors je sais bien qu'on aimerait bien penser les hommes de Néandertal comme voilà, des sapiens qui n'ont pas eu de chance parce qu'ils ont vécu 60 000 ans avant l'invention de l'iPhone, mais c'est quand même très différent. Et alors quand on va voir ces formes comme floresiensis et luzonensis, alors là c'est absolument extravagant comme différence dans des périodes de temps qui sont des périodes très récentes. Donc avant ce remplacement, on a quand même une diversité absolument extraordinaire des hominines, avec des formes quand même qui sont très éloignées de nous. Je vous remercie, à la semaine prochaine.